Dans l'interview aujourd'hui dans Smart Tech, on va interroger la question des enjeux de défense français et européens, de programmes de défense français et européens. Comment se porte aussi cet écosystème de start-up français de la défense? On peut en faire un tour d'horizon en ce moment même, puisqu'il y a un salon Eurosatory du 13 au 17 juin. C'est le grand mondial de la défense et de la sécurité terrestre et aéroterrestre. On en parle avec Sandra Budimir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice et directrice Europe de Starbust, un accélérateur d'une dizaine de milliers de start-up dans le domaine de l'aviation, de la défense, de l'espace également. À titre personnel, je voulais peut-être qu'on commence par là. Vous avez la double nationalité française et croate. Vous avez été marqué dans votre engagement dans l'aviation et l'aérospatiale et la défense par la guerre des Balkans. Comment est-ce que vous regardez, avec quel œil vous regardez cette guerre, ce conflit en Ukraine ? Alors effectivement, moi j'ai grandi avec la guerre des Balkans, parce que j'avais une toute petite dizaine d'années quand ça a eu lieu, et je suis effectivement de nationalité croate, et ça a marqué et ça a influencé effectivement tous mes choix derrière et mes engagements, et notamment ce fait de se sentir complètement démunis face à la première armée européenne à l'époque. Faut pas l'oublier, et la Croatie qui n'avait absolument rien. Donc l'importance de la défense, non pas comme certains peuvent le polémiquer, pour faire la guerre, tuer des gens. La défense, c'est important pour éviter la guerre aussi, pour se défendre, éviter des morts. Et pour ça, moi j'ai effectivement fait l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, pour encore mieux comprendre, et notamment parce qu'en France on est quand même une grande nation et de dissuasion et d'engagement avec des grands industriels comme Dassault, Airbus, Thales, qui développent des gros matériels, et pour mieux comprendre les enjeux industriels et les enjeux géopolitiques. Et si je reviens à la question des technologies, ce que vous voyez en ce moment se déployer sur le terrain en Ukraine, ça vous interroge sur nos capacités de défense à nous, françaises et européennes ? Alors, effectivement, sur le plan tactique, on voit bien l'importance des nouvelles technologies, donc du renseignement, déjà à proprement parler, pour avoir une bonne connaissance de la situation sur le terrain, suivre les mouvements des troupes, anticiper les attaques. Donc pour ça, il faut des images, de l'information qu'on va chercher via des satellites, mais aussi via des drones qu'il faut pouvoir envoyer en longue et en moyenne portée. Et derrière, cette information, il faut la traiter. Et après l'avoir traitée, il faut la communiquer. Donc pour tout ça, on a besoin de drones qui tiennent dans la durée. On a besoin de communication sécurisée. Donc on a besoin, je sais que vous allez parler quantique tout à l'heure, de communication, de cybersécurité à base de technologies quantiques qu'on voit émerger. Et on a besoin d'intelligence artificielle, beaucoup, pour traiter les images qu'on aura réceptionnées. Vous parlez de l'importance de ces technologies qui se déploient sur le terrain. Moi, je vous interroge sur aujourd'hui notre état des lieux. Finalement, là, vous allez partir sur Eurosatory cet après-midi, mais vous le connaissez bien, cet écosystème. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, on est armé, on est à la hauteur de ces enjeux de défense ? Alors, on est armé, on est à la hauteur, on le voit bien, mais est-ce qu'on le sera encore très longtemps ? Et effectivement, il va falloir clairement accélérer et consolider notre écosystème. Où sont les points faibles, en fait ? Où est-ce qu'il faut accélérer en particulier ? C'est plutôt sur la data, par exemple ? Exactement. Il faut vraiment accélérer sur la souveraineté de notre information, et donc aussi le cloud. Où est-ce qu'on stocke cette information ? C'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué ces derniers mois. On est un petit peu en retard. On est passé d'un cloud souverain à un cloud qui convient à peu près et qu'on va quand même faire avec des gens qui ne sont pas nous. On voit le programme Gaia X, par exemple, où on dit on va faire de l'intelligence artificielle tous ensemble. Mais ça, c'est typiquement français et européen. On invite tout le monde à table. Donc, on invite Amazon, Microsoft et compagnie, non pas qu'il faut se battre. Poser des problèmes d'influence, ouais. Exactement. Faut être capable de développer. Et pour ça, il faut aussi le faire, bien sûr, avec notre base industrielle de défense française. Mais il faut coopérer au niveau européen. Il faut vraiment
consolider le plus vite possible et lancer le plus vite possible enfin ces grands programmes dont on parle depuis des mois. Je parle notamment du programme FCAS, l'avion de combat, enfin le système aérien de combat du futur, qui n'est pas qu'un avion, justement. C'est un système de systèmes. Et dans ce système, il y a du satellite, il y a du drone, et il y a de la communication, et il y a une volonté de développer un standard qui puisse interopérer, on puisse interopérer tous ensemble au niveau européen. Et ça va permettre aussi d'agréger des nouveaux acteurs qui, eux, ont cette agilité de par leur petite taille et de par des coûts aussi plus faibles de développer ces briques technologiques dont je vous ai parlé, comme la cyber, l'intelligence artificielle. Mais j'imagine que c'est une question d'entente déjà sur quelle technologie on veut investir ensemble, mais c'est une question aussi de moyens financiers. Les moyens, on les a. On voit que tous les budgets militaires ont été augmentés. On a une LPM, une loi de programmation militaire depuis 2015 qui a vu enfin, après des années de disette, les budgets qui ont été à la hausse. Donc on a d'abord remplacé le matériel défectueux et puis on est passé à l'investissement. On lance un nouveau porte-avions. En Allemagne, enfin, il y a une volonté de monter au fameux 2% du budget militaire total. Il faut remplacer leurs avions militaires. Le choix des Allemands aujourd'hui va se porter sur le F-35 américain. Et là, on peut se poser une vraie question. Donc, ils le font pour de bonnes raisons, parce qu'il voilà, y a une alliance historique américaine. Mais si, à côté de ça, on ne lance pas notre programme franco-allemand espagnol, on est condamné dans les années à venir. Mais il y a aussi le problème de l'échelle de temps, de trouver des solutions aussi tout de suite. Alors tout de suite, on a des solutions. On a un Rafale dont on peut s'équiper. Il y a également l'Eurofighter. Quelle est l'échelle de temps aujourd'hui pour déployer des technologies de défense ? Ce sera de plus en plus long. Le programme aérien du futur, on parlait de 2040. À force de reporter son lancement, là, on est plutôt sur de 2045. Le porte-avions, c'est pareil. Et alors, quand ça va arriver, est-ce qu'on ne sera pas déjà dépassé ? Complètement. Mais donc, dans la spécification, il faut intégrer déjà la possibilité des futures évolutions dans le design même du projet. Effectivement, c'est des projets qui vont être bouleversés tous les 3 à 5 ans par des nouvelles technologies. Alors vous, à votre niveau, je parlais d'une dizaine de milliers de start-up que vous accompagnez dans ce secteur. Vous êtes présent un peu partout en Europe. Qu'est-ce que vous voyez comme levier aujourd'hui qu'on pourrait activer, qu'on n'active pas forcément ? En fait, tous les ingrédients sont là. Donc, je vous parlais d'augmentation des budgets. Il y a des augmentations de budget aussi pour l'écosystème. Des volontés politiques très claires. On a France 2030 qui prévoit quand même une poche aussi pour le spatial et l'écosystème spatial qui est significative. Donc le Fonds européen de défense, les fonds d'investissement européens qui s'ouvrent à ces technologies spatiales et de défense. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aligner tous ces ingrédients ensemble et mettre, non plus confronter deux mondes, les gros industriels et les start-up, par exemple, qui se battent les financements, on va dire, mais mettre en musique toute cette chaîne de valeur, que les industriels dont on a besoin comme plateforme pour intégrer ces nouvelles technologies, les financements européens et la commande européenne pour stimuler la production et le développement de ces nouveaux acteurs. Et il faut aussi pouvoir, et ça c'est la clé, sinon on n'y arrivera pas parce que l'argent est limité même au niveau gouvernemental, attirer les investisseurs privés. Comme ils le font très bien aux États-Unis, donc sans les prendre en exemple, il faut voir ce qui marche. Les startups aujourd'hui ont besoin, dans leur développement, c'est ça le principe de la startup, elle a besoin de cash, elle brûle beaucoup d'argent pour recruter... Des investisseurs qui peuvent être européens ou pas ? Enfin, on peut aller les chercher ailleurs ? On préférerait éviter. Là, ce qui s'est passé l'année dernière, typiquement, on a deux... et là, ça a commencé dans l'aéronautique et demain, ce sera dans le spatial et l'intelligence artificielle. On a deux startups allemandes d'aéronautique, Volocopter et Lilium, qui, au moment où elles ont dû lever des centaines de millions d'euros, sont allés au Nasdaq américain lever des fonds sino-américains. Est-ce qu'on veut ça demain pour nos startups qui font de l'imagerie spatiale ? Donc là, c'est un appel direct et franc aux investisseurs français et européens.
Tout à fait. Donc, Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup Sandra Budimir. Vous nous avez donné un aperçu de ces enjeux et pourquoi il fallait accélérer. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et directrice Europe de Starbust. Merci beaucoup. C'est l'heure de parler de l'autre événement de la semaine, c'est l'ouverture de Vivatech, top départ du grand show technologique aujourd'hui.